Bienvenue à cette édition de À télécharger. Je suis votre hôte Dave Richardson et c'est le vendredi de l'emploi. Sauf que nous sommes jeudi. Voyons cela en compagnie de l'économiste le plus actif du Canada, l'économiste en chef de RBC Gestion mondiale d'actifs, Éric Lasselle. Éric, toujours un plaisir de vous voir. Et avant de parler d'économie, il y a beaucoup de choses qui se passent. Les Blue Jays sont en première place. Je sais que le baseball vous tient à cœur et comme tout ce que vous touchez se transforme en or, eh bien, où étiez-vous hier soir? Oui, j'étais au match des Blue Jays. Pour ceux qui connaissent le Rogers Center, au niveau 500, ce n'est pas la place la plus excitante. Et s'ils gagnaient hier, ils allaient être en première place, ce qu'ils ont fait. Ils sont à égalité avec les Yankees qu'ils ont battus. On verra s'ils gardent cette place au prochain match. Je crois que c'est ce soir, mais croyez-le ou non, ils menaient 8-0 après la première manche. Et cela semblait gagner. Et puis, à la huitième manche, le score est passé à 8-8 après un coup de circuit d'Aaron Judge. Mon cœur n'a fait qu'un tour, mais bon, ils ont fini par l'emporter 10-8, alors tout s'est arrangé à la fin. Que dites-vous de ça? Eh bien, pendant que vous viviez le frisson de la victoire, moi, je faisais l'expérience du système de santé canadien. Et disons-le, le personnel est assez incroyable, les médecins, les infirmières, nous avons un excellent système de santé, il faut le mentionner. Mais disons que j'en ai eu tout de même pour 13 heures. Au final, je vous rassure, tout le monde va bien. Alors, passons à tout ce qui va bien dans le monde du travail aux États-Unis. Demain, c'est le 4 juillet. Normalement, c'est le vendredi que les États-Unis publient leurs données sur l'emploi, mais on les a devancées aujourd'hui. Le Canada va repousser les siennes la semaine prochaine, je pense, en raison de notre fête nationale, mais les États-Unis l'ont fait aujourd'hui. Et Éric Lasselle est un observateur attentif de tout ce qui concerne les rapports sur l'emploi. Eh bien non, Dave, les chiffres de l'emploi ne sont pas nés un 4 juillet. Ils sont nés le 3 juillet. Souvenez-vous de ce film. Je l'ai vu, je pense, 9 fois de suite quand j'avais 13 ans. Probablement pas la meilleure idée du moment. À l'époque, je courais pour notre club d'athlétisme et nous avions fait un relais de 24 heures. Nous étions 8 à courir et quand on se reposait, il y avait une tente dans laquelle on projetait ce film en boucle. Quoi qu'il en soit, nous avions battu une équipe de la GRC, je pense, ou de la police montée. C'était la consolation. Mais les emplois américains aussi ont gagné quelque chose, ils ont battu le consensus. C'est assez satisfaisant. Bon, il y a bien quelques bémols, mais dans l'ensemble, on peut dire que c'est un bon rapport. 147 000 emplois ont été créés aux États-Unis au mois de juin. Le consensus était de 106 000, une nette amélioration. Tout le monde était sur le qui-vive parce que la veille, l'ADP avait été publié, l'équivalent du secteur privé, et il était de moins 33 000. On s'est tous demandé si c'était la fin de la création d'emplois, mais la réponse est non. Ces derniers mois, ces rapports avaient souvent été affaiblis par les révisions à la baisse, des bons chiffres qui s'avèrent moins bons une fois qu'on y retire tous les emplois qui n'ont pas été créés au cours des mois précédents, malgré ce qu'on pensait. Et ce n'était pas le cas cette fois-ci. Il y a eu 16 000 emplois révisés à la hausse par rapport aux 2 mois précédents. Pas de problème de ce côté. Le taux de chômage est satisfaisant. Il est passé de 4,2 à 4,1 %. Le consensus prévoyait l'inverse, de 4,2 à 4,3. Il s'agit donc d'une amélioration matérielle, même si, comme c'est souvent le cas lorsque le taux de chômage évolue, la baisse du taux de participation à la population active brouille un peu les pistes. N'en reste pas moins que nous sommes toujours dans une fourchette basse de 4% du taux de chômage, ce que nous avons décrit comme une économie proche du plein emploi, et c'est ce qu'on souhaite. La conclusion est donc plutôt bonne. Même l'enquête sur les ménages, l'autre chiffre qui retient moins l'attention et qui fluctue vraiment, était similaire. Il a augmenté de 93 000. Cela semble donc correct. Pour les pessimistes, pour ceux qui cherchent le côté sombre, mentionnons que les embauches dans le secteur privé n'ont été que de 74 000. C'est un peu moins que prévu. C'est le secteur de l'éducation qui est venu à la rescousse, entre autres. Les entreprises ne sont pas en plein essor en ce moment.
Le nombre total d'heures travaillées par semaine, qui a tendance à fluctuer un peu, était en baisse. Il y a donc plus de travailleurs mais moins de travail. En théorie, cela tient compte des vacances d'été et d'autres facteurs de ce genre. Le rapport n'est pas parfait, mais dans l'ensemble, je dirais qu'il est satisfaisant. En tout cas, il y va à l'encontre de l'idée que l'économie américaine est en difficulté. On pourrait encore dire qu'il y a un léger ralentissement en cours si l'on regarde au-delà des chiffres de l'emploi, mais je dirais que ces chiffres ont tenu le coup et suggèrent qu'il n'y a pas eu d'effondrement au mois de juin. Oui, et je pense que c'est un point important, d'autant plus que le rapport ADP, qui est généralement publié le mercredi précédant le chiffre de l'emploi, qui lui est habituellement publié le vendredi, comme on l'a dit, et non le jeudi, ce chiffre a été très faible alors que les attentes avaient été beaucoup plus élevées. Un chiffre négatif qui en avait inquiété plus d'un quant à celui de l'emploi de ce matin. Mais encore une fois, les chiffres sont corrects. Vous l'avez dit, ce n'est pas spectaculaire, mais c'est un chiffre solide, même avec les bémols que vous avez mentionnés. Mais il se passe beaucoup de choses sous la surface de l'économie américaine. Nous avons le très beau grand projet de loi. J'avais moi-même déjà travaillé à l'époque avec Big Beautiful Bill il y a plusieurs années. Et oui, c'était un travailleur acharné, disons-le. Mais bon, ça c'est autre chose. Il s'agit d'un gros projet de loi qui est en train d'être examiné par le Congrès. Il est passé par le Sénat. Nous enregistrons cette émission vers 10 heures le matin, le jeudi 3 juillet. Nous attendons d'apprendre que la Chambre des représentants des États-Unis, ou les deux chambres, doivent toutes deux adopter le projet de loi. Cette loi sera ensuite soumise à la signature du président. Le président voudrait bien que ça se passe dans le cadre de la fête du 4 juillet. Lorsqu'il signe la loi, celle-ci devient une politique et une loi officielle du gouvernement. Il veut le faire le 4 juillet, et c'est symbolique, bien sûr. Alors, ce grand et beau projet de loi contient tout un tas de choses. Hier, un accord sur les droits de douane a été conclu avec le Vietnam. Il y a la date limite du 9 juillet pour la négociation d'accords commerciaux dans le monde entier. Nous avons eu un nouveau contretemps dans notre propre guerre commerciale ou notre propre négociation avec les États-Unis la semaine dernière. Alors, tout cela va permettre à Eric de se lancer dans un monologue de 25 minutes sans même le temps de respirer. Alors, réglez la vitesse de votre appareil à la moitié. Eric, comment résumez-vous tout cela pour que les investisseurs puissent y réfléchir en fonction de leur portefeuille et de l'évolution de l'économie à partir de maintenant? Il m'arrive d'écouter une balado d'actualité française aux trois quarts de la vitesse simplement pour améliorer mes compétences en français, mais à la moitié de la vitesse, ça me paraît impossible. J'espère que je ne parle pas aussi vite que ça. Mais bon, vous me mettez au défi, j'aurais dû tout noter ce que vous m'avez demandé. Il y avait environ 9 questions là-dedans. Vous allez devoir me les répéter. Commençons par le projet de loi de finances. Comme vous l'avez dit, il semble qu'il soit possible de respecter l'échéance du 4 juillet. Nous avons cru que ce serait plus tard, le plus important étant qu'il soit adopté avant le mois d'août, date à laquelle le plafond de la dette serait atteint. Tant mieux si cela se produit plus tôt que plus tard. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Reste à voir comment la Chambre des représentants et le Sénat concilient les légères différences entre les deux paquets qu'ils ont tous deux proposés. Mais il est évident qu'il y a des thèmes communs assez importants. L'un d'entre eux est la réduction des impôts. Si une grande partie des réductions d'impôts n'est que la prolongation de réductions d'impôts existantes, il n'y a pas de véritable coup de pouce à l'économie, mais plutôt un frein à l'économie qui est évité. Il y a tout de même de vraies réductions d'impôts. Les revenus de pourboire sont exonérés d'impôts et vont subir un traitement préférentiel au cours du temps. D'autres éléments se concentrent sur l'aspect pro-croissance. Certains éléments encouragent les dépenses en capital en revenant à l'amortissement à 100%, qui est également très important. Les dépenses augmentent dans certains domaines, notamment les dépenses militaires et les dépenses liées à la sécurité des frontières. D'un autre côté, ce qui est controversé, c'est qu'une partie de ces dépenses est financée par des réductions de dépenses dans d'autres domaines. Ainsi, Medicaid et les bons d'alimentation sont tous deux réduits dans une certaine mesure. Il est évident que ces mesures sont controversées, ce ne sont pas des domaines que l'on touche d'habitude, c'est donc un élément qui entre aussi en ligne de compte. Au total, il semble que ces mesures vont accroître le déficit cumulé des États-Unis au cours de la prochaine décennie,
d'un peu plus de 3 000 milliards de dollars selon l'estimation actuelle. Du point de vue fiscal, il s'agirait d'un déficit plus important de la dette. Ce point fait l'objet d'une discussion en soi, une courbe de rendement plus raide, des primes de terme et des rendements à long terme qui ne baissent pas autant que nous le souhaiterions. Mais pour les économistes, les dépenses publiques restent des dépenses publiques et les réductions d'impôts restent des réductions d'impôts. Il s'agit donc d'un coup de pouce à la croissance et cela semble bien parti pour renforcer la croissance en 2026. Il s'agit donc pour l'essentiel d'un effet sur l'année prochaine et les années suivantes. Les réductions d'impôts arrivant à expiration auraient dû expirer à la fin de cette année, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Il s'agit donc d'un avantage pour 2026. Donc oui, l'économie américaine devrait progresser plus rapidement que d'habitude sur la base de ce projet de loi de finances. Il y a peut-être deux autres réflexions sur le budget qui me viennent à l'esprit. La première concerne les investisseurs canadiens et internationaux. Il semble que l'article 899 ait été supprimé en cours de route, à moins que j'ai mal compris. Nous étions tous un peu inquiets à l'idée que cette retenue à la source augmente effectivement le taux d'imposition sur les investissements aux États-Unis. Il semble que ce ne soit pas le cas. Je suppose donc que c'est une victoire, que l'on évite une perte dans tous les cas. En conclusion, à moins que vous n'ayez d'autres questions sur le projet de loi, Dave, quand on se souvient du programme de Trump après l'élection, on se disait que oui, il y a des choses qui sont négatives pour la croissance, comme les droits de douane et la baisse de l'immigration, mais d'autres étaient déjà positives. Les réductions d'impôts en sont une, la déréglementation en est une autre, les esprits animaux en sont une troisième. Nous avons essayé d'évaluer la façon dont ces éléments interviennent. On a d'abord cru que les vents arrière l'emporteraient sur les vents contraires. Puis, pendant un moment, il nous a semblé que les vents contraires allaient l'emporter massivement sur les vents arrière lorsque les droits de douane ont été le seul sujet dans les nouvelles. Nous sommes revenus à une situation un peu plus équilibrée, mais les droits de douane sont toujours là et ils vont faire mal. Nous en reparlerons dans un instant, je ne voudrais pas sous-estimer cela. Je pense même que cela pourrait rester le thème dominant et créer un léger ralentissement net. Mais il vaut la peine de prendre du recul, de se dire qu'il y a des réductions d'impôts et qu'il y a une certaine déréglementation à venir. J'ai toujours cru qu'il y aurait un effet positif de l'esprit animal et les marchés boursiers ne sont pas loin de leur plus haut niveau historique. Il semblerait donc que cet effet existe. Il y a donc des vents arrière qui accompagnent les vents contraires, c'est ce qu'il faut retenir. On vient de s'en rendre compte et je pense que c'est en partie la raison pour laquelle les marchés se sentent à nouveau bien. Les auditeurs qui, comme moi, ont des cheveux gris vont se rappeler de l'économie de l'ère Reagan. Les dépenses militaires, bien entendu, mais aussi la courbe de Laffer que nous avons abordée la semaine dernière et dont je voudrais parler encore un peu plus cette fois-ci. L'idée qu'en réduisant les taux d'imposition, et en particulier sur les riches, moins de gens seraient tentés d'éviter les impôts. On stimule la croissance économique et, contrairement à ce que l'on pourrait croire, on réduit les impôts tout en augmentant les recettes de l'État pour combler le déficit et la dette. Nous savons que la dette aux États-Unis est considérable. En fait, pour ceux d'entre nous qui sont plus âgés et qui ont besoin de revenus, peut-être sur le marché obligataire, ou qui s'inquiètent de la hausse des prix pendant leur retraite et de l'inflation, la maîtrise du déficit et de la dette constitue le principal risque pour les marchés boursiers et pour les marchés obligataires. Que pensez-vous de la courbe de Laffer et de l'idée selon laquelle la réduction des impôts permet d'augmenter les recettes fiscales? Y a-t-il seulement des preuves de cela? Dans certains cas particuliers peut-être, mais je serais surpris que ce soit le cas ici. Ne nous méprenons pas, les réductions d'impôts, nous les budgétisons en vue d'une plus grande croissance économique. Il s'agit d'un stimulus fiscal. Je ne voudrais pas chipoter sur ce point. Vous avez certainement raison de dire que toute décision de relance budgétaire doit être mise en balance avec les risques budgétaires potentiels, le coût du service de la dette et ce genre de choses. Mais on peut débattre du bien fondé de cette démarche étant donné l'ampleur du déficit. Les États-Unis ont cet avantage de pouvoir emprunter beaucoup sans que personne ne se plaigne, même si ce privilège
neige s'est un peu estompée ces derniers temps. La courbe de Laffer, l'idée que les recettes fiscales augmentent est certainement vraie si l'on passe d'un taux d'imposition de 100% où personne n'est incité à travailler à un taux d'imposition de 99%. On ne perçoit aucun impôt à 100% et on en perçoit un peu à 99%. Il y a donc des points sur la courbe, pourrait-on dire, où c'est certainement vrai. Si vous passez d'un taux d'imposition assez élevé à un taux d'imposition un peu moins élevé, on peut à la limite être d'accord. Je ne suis pas sûr que les États-Unis en soient là aujourd'hui. Je dirais qu'ils passent d'un taux modéré à un taux plus bas. Il est certain qu'il y a des avantages économiques, surtout pour ceux qui profitent d'un taux d'imposition plus bas. Je ne suis pas sûr que le gouvernement va réellement augmenter ses recettes nettes. Je l'ai mentionné, ce grand et magnifique projet de loi budgétaire pourrait augmenter le déficit américain de plus de 3 000 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie, ce qui représente beaucoup d'argent, même pour les États-Unis. Mais les recettes tarifaires, dépendamment d'où elles proviennent, pourraient peut-être compenser cela, ou presque. On a d'abord pensé qu'elles ne suffiraient pas à compenser les coûts, mais il se peut qu'elles ne soient pas si éloignées. Façon de dire que si l'on prend en compte toutes les politiques de Trump dans un contexte plus large, le déficit ne sera peut-être pas beaucoup plus important au cours de la prochaine décennie. Il n'en reste pas moins que le déficit et la charge de la dette sont très importants et que normalement, on aurait pu penser qu'il eût fallu procéder à des réductions budgétaires plutôt qu'à l'inverse. Oui, et on devrait peut-être dire que à l'époque de l'administration Reagan, difficile à croire, mais cela fait 44 ans, le taux marginal d'imposition le plus élevé aux États-Unis était de 70%. Alors, ils l'ont ramené de 70% à environ 28 ou 29%. On ne parle pas de la même chose. On est loin des 70%. La courbe de Laffer repose sur des taux d'imposition extrêmement élevés que l'on cherche à éviter pour que le phénomène fonctionne. Vous avez raison, ce n'est pas la même chose du tout. Je ne veux pas insister là-dessus, mais si je me souviens bien, quand les taux d'imposition étaient de l'ordre de 70% aux États-Unis, je crois qu'ils étaient de 95% au Royaume-Uni. Les Beatles en ont même fait une chanson, si je ne m'abuse. Mais il y avait toutes sortes d'exemptions possibles. Il était possible de contourner ces taux. Et lorsque le taux d'imposition a baissé, on s'est débarrassé de certaines de ces exemptions, ce qui a permis d'améliorer l'efficacité du système fiscal en évitant d'appeler son comptable à tous les jours. Mais ce n'était pas non plus la magie, je dirais, de l'augmentation des recettes fiscales. Oui, pour ceux qui n'ont pas assisté à l'une des interventions d'Éric, je reconnais que l'une des choses que nous abordons beaucoup ici aujourd'hui, ce qu'Éric fait de manière si spectaculaire, la raison pour laquelle nous l'aimons tant, c'est qu'il peut décomposer ces éléments complexes qui se passent dans l'économie mondiale en des termes que chacun de nous peut comprendre. Bonjour maman, au fait, je sais que tu écoutes. Il vous permet vraiment de prendre tout ce qui se passe dans les nouvelles avec toutes les interprétations qu'on y trouve et d'en faire un compte-rendu économique qui soit très clinique. Le rôle d'Éric est d'analyser l'économie mondiale et d'en faire part aux gestionnaires de placement en leur expliquant ce qui se passe dans les économies afin qu'ils sachent où acheter, où vendre des actions, des obligations et composer avec les devises. Alors, ce qu'Éric doit produire, c'est une analyse qui aide à prendre de bonnes décisions d'investissement. Si nous pouvons faire cela et l'expliquer à chacun d'entre nous dans des termes compréhensibles, nous pouvons prendre ces idées et prendre de meilleures décisions d'investissement également. Et c'est ce que nous faisons. Nous essayons de ratisser large parce qu'il y a beaucoup de choses sur la table, comme c'est souvent le cas avec ce président. Alors, venons-en à la dernière chose qui a vraiment fait la une de l'actualité, ce projet de loi qui est adopté. Il contient certains éléments dont nous venons de parler, mais en fin de compte, les tarifs douaniers sont toujours en arrière-plan et cela domine la discussion sur les taux d'intérêt. Il domine la discussion sur l'inflation, la discussion sur l'emploi et sur la manière dont les entreprises décident d'embaucher ou pas
Alors, où en sommes-nous avec les droits de douane? Certains accords ont été conclus, il y a toujours cette échéance. C'est exact. Nous nous trouvons, je dirais, à un niveau moyen des droits de douane. Désolé pour ce terme un peu vide de sens. Normalement, il n'y en a presque pas, donc un niveau moyen est déjà plus élevé que ce à quoi nous sommes habitués. Alors, dans le contexte des possibles, le niveau des droits de douane est moyennement élevé pour l'instant. Mais comme vous l'avez dit, il y a ce point d'inflexion potentiel qui s'en vient. En théorie, le 9 juillet est la date à laquelle les droits de douane réciproques, qui ont été fortement réduits au début du mois d'avril, devraient s'appliquer, à moins que la Maison-Blanche n'en décide autrement. Personne ne le sait. Bien sûr, il y a toujours ce débat sur ce qui est du bluff, ce qui est une stratégie de négociation et ce qui est une politique pure et simple. Je pense donc qu'il y a deux choses à dire à ce sujet. Tout d'abord, nous sommes toujours d'avis que les États-Unis ne veulent pas vraiment que tous ces droits de douane augmentent et que c'est douloureux pour eux aussi. Il est donc probable que nous ne verrons pas cela. Ce serait le pire des scénarios. Il est possible que l'on se contente de renvoyer la balle et que l'on donne 3 mois de plus à tout le monde. Il eût fallu négocier plus de 100 accords commerciaux en l'espace de 90 jours. C'est donc possible aussi. J'ai tendance à penser, comme on le voit se produire déjà un peu, qu'il y aura trois groupes de pays. Il y a ceux qui concluent des accords. Nous avons vu le Royaume-Uni en conclure un. Le Canada a bon espoir, même si le délai qu'il s'est fixé est un peu plus long que le 9 juillet. On dit que d'autres régions pourraient être en mesure de le faire. Le Vietnam vient de conclure un accord, nous y reviendrons dans un instant. Je pense qu'un grand nombre de pays, voire la majorité d'entre eux, obtiendront une prolongation. S'ils négocient de bonne foi, c'est ce que la Maison-Blanche a laissé entendre qu'ils pouvaient obtenir. Ils auront peut-être jusqu'en septembre pour régler tout cela. C'est le cas de nombreux pays. Il y a aussi d'autres pays qui pourraient être touchés parce qu'ils n'ont pas négocié avec beaucoup d'enthousiasme ou que ce sont eux qui ont les plus gros excédents commerciaux avec les États-Unis. Certains de ceux-là verront peut-être leurs tarifs douaniers augmenter. Voilà nos hypothèses, disons, raisonnablement claires et nettes, sans que nous sachions vraiment classer les pays dans l'une ou l'autre des catégories. Mais c'est probablement ainsi que les choses se passent. Voilà pour les limites de clarté et de netteté de nos hypothèses. Ainsi, le Vietnam, comme vous l'avez mentionné plus tôt, vient de conclure un accord avec les États-Unis. On serait tenté de dire qu'il fait partie du groupe A, celui qui a réussi à négocier un accord, ce qui est vrai d'un point de vue technique. Cependant, nous pensions qu'ils avaient de grandes chances de se retrouver dans le groupe C, c'est-à-dire celui où les droits de douane seraient plus élevés. D'une certaine manière, ils sont dans les deux groupes à la fois. Je ne sais pas s'il s'agit du principe d'incertitude d'Eisenberg en physique des particules, mais ils ont conclu un accord qui implique des droits de douane plus élevés que ceux qu'ils payaient avant, ce qui est quand même bizarre quand on y pense. Ils payaient le taux de base de 10% que la plupart des pays paient actuellement, et l'accord prévoit maintenant qu'ils paieront un taux de 20% sur presque tout, puis un taux de 40% sur les produits qui seraient transbordés depuis la Chine et qui tentent de contourner les droits de douane avec la Chine. On verra bien, mais il semble y avoir une bonne et une mauvaise nouvelle. Nous sommes d'avis que pour les pays qui ont d'énormes excédents commerciaux avec les États-Unis, l'Asie de l'Est, l'Asie du Sud-Est, la Chine, le Vietnam, peut-être la Thaïlande et Taïwan, et puis la Corée du Sud et quelques autres, il n'est pas déraisonnable de penser que même s'ils concluent un accord, le taux tarifaire sera plus susceptible d'augmenter que de diminuer. Peut-être que les pays ayant d'importants excédents commerciaux obtiendront un accord semblable à celui du Vietnam, où leurs 10% deviendront 20%. Peut-être que les pays plus développés en général, qui n'ont peut-être pas le même décalage de compétitivité, obtiennent un accord qui ressemble un peu à celui du Royaume-Uni. Cet accord-là consistait à conserver le taux de base de 10%, avec des dérogations pour certains secteurs critiques, des limitations de quotas et des promesses de ne pas trop intégrer la Chine dans la chaîne d'approvisionnement. Il y a donc deux exemples, et je dirais qu'il s'agit probablement de deux cadres assez probables. Sans savoir ce qui se passera le 9 juillet avec le temps, on devrait voir les pays glisser dans l'une ou l'autre de ces deux catégories. Pour nous, le Canada est un cas un peu particulier parce que, bien sûr, il est A,
orienté vers le commerce avec les États-Unis, et B ne paie pas encore le taux de base de 10%. Il n'est donc pas évident qu'ils suivent l'une ou l'autre de ces deux voies. La situation serait sombre, comme vous l'avez dit, pour le Canada, où une grande menace a été brandie il y a environ une semaine et où le Canada a fait marche arrière sur sa taxe sur les services numériques. Nous avons toujours pensé que le Canada le ferait. Il n'était pas certain que ce serait exactement de cette manière, mais nous avons toujours pensé que cette taxe disparaîtrait probablement pour une raison ou une autre. C'est chose faite, cela apaisera probablement les États-Unis un peu. Remarquez qu'ils ont immédiatement pivoté et qu'ils disent maintenant qu'ils n'aiment pas non plus la gestion de l'offre. Nous ne sommes pas sortis de la période difficile, mais en fin de compte, le Canada a laissé entendre qu'il pensait pouvoir parvenir à un accord dans un délai de 30 jours, ce qui correspond au 21 juillet ou à peu près. On obtiendra peut-être un délai supplémentaire et puis, pour parvenir à un accord, il est assez clair qu'en termes de canaux de communication et de discussion entre le gouvernement canadien et les principaux dirigeants sectoriels du pays, ces derniers ont été invités à indiquer le taux de droits de douane qui leur permettrait de survivre. Il semble que l'on se résigne à ce que les droits de douane ne disparaissent pas complètement pour le Canada. Il est probable qu'un accord soit conclu, mais il inclura des droits de douane sans qu'ils soient trop élevés. De toute façon, le Canada ne paie qu'un taux moyen de 6% à l'heure actuelle. Notre hypothèse de travail n'est donc pas si éloignée. Le Canada a fait une concession sur la taxe sur les services numériques. Nous verrons ce qu'il en est de la gestion de l'offre. Il est très difficile de se prononcer à ce sujet. Vous avez peut-être vu une législation récente qui interdisait en fait au Canada de faire cette concession. Je ne suis pas un expert en législation, mais quoi qu'il en soit, cela complique les choses. En revanche, il est probable que nous fassions des concessions militaires, ou du moins que nous prenions des engagements en ce sens, et pas seulement de l'engagement des pays de l'OTAN de consacrer 5% de leur PIB à l'armée, ce qui est considérable. Ils n'ont dépensé qu'environ 1,5% ces dernières années. En réalité, il s'agirait de 3,5% pour l'armée et de 1,5% pour les infrastructures. Ce n'est donc pas un bond en avant aussi important qu'il y paraît. Le Canada va-t-il s'engager à acheter davantage de matériel américain, comme les F-35? Le Canada va-t-il, comme le veut la rumeur, s'engager en faveur du fameux dôme américain, un système de défense antimissile nord-américain? Ce système pourrait intégrer des bases ou des installations dans le nord du Canada, étant donné que les menaces de missiles proviennent en grande partie de l'autre côté de la planète et traversent l'Arctique. Il semble donc qu'un accord puisse être conclu, mais aussi qu'il ne s'agisse pas d'un accord miracle pour le Canada qui éviterait toutes ces concessions. Oui, et le Vietnam est un cas vraiment intéressant. La similitude avec le Canada, c'est qu'une part importante de l'économie vietnamienne est alimentée par des produits destinés au marché américain. Mais c'est un élément de la chaîne d'approvisionnement qui s'éloigne de ce qui est plus cher. En théorie, la fabrication en Chine pour se tourner vers des régions moins coûteuses de l'Asie du Sud-Est, par exemple. Le Vietnam en a été un grand bénéficiaire. Je voudrais faire un dernier lien avec l'économie américaine, puis nous reviendrons au Canada dans un instant. Mais l'idée que jusqu'à présent, même avec ces droits de douane, nous n'avons pas vu que cela se traduisait par l'inflation. Du côté du président, l'argument est que les droits de douane existent et qu'on ne constate pas d'inflation. Le marché de l'emploi est bon, ou en tout cas, il n'y a pas de problème de ce côté. On peut encore réduire les taux. Et ça, c'est important parce que les réductions de taux aux États-Unis nous aident également au Canada. Mais prenons un pays comme le Vietnam, avec des droits de douane de 20%, et cela aurait pu être 50%, ça aurait pu être beaucoup plus élevé. Une grande partie de l'économie dépend des importations vers les États-Unis. Il semblerait que ces pays absorbent jusqu'à présent les droits de douane, ou que ce soit ce dont nous parlions il y a 3 mois, cette accumulation de stocks. On a importé un grand nombre de marchandises avant que les droits de douane n'entrent en vigueur. Aujourd'hui, ce sont ces produits qui se vendent dans les magasins et le détaillant n'a pas besoin d'augmenter le prix en théorie parce qu'il s'agit d'un ancien stock. Mais à présent, les nouveaux stocks soumis à des droits de douane plus élevés vont arriver et nous devrons alors augmenter les prix. Comment voyez tout cela dans l'exemple du Vietnam? C'est tout à fait exact. L'effet des droits de douane peut se manifester de différentes façons. Il peut s'agir du producteur étranger, du taux de change, des grossistes, des détaillants qui voient leur marge bénéficiaire réduite ou du consommateur aussi. Dans la pratique, c'est un mélange de toutes ces parties.
Pendant le premier mandat de Trump, c'est le consommateur américain qui en a fait les frais de manière disproportionnée. Ce n'est pas une mauvaise hypothèse pour cette fois-ci aussi. Je n'ai pas vu de preuve que les producteurs étrangers ont absorbé une grande partie de la production. Ce que nous suivons, en fait, ce sont les prix des importations américaines. C'est une question qui nous embrouille. Si les prix des importations américaines baissaient, ce serait le signe que les droits de douane ont entraîné une baisse des prix pour les producteurs étrangers. Les droits de douane sont compensés par les prix de l'importation, si vous me suivez. En fin de compte, nous n'avons pas vu grand-chose à ce sujet. Les prix à l'importation n'ont certainement pas baissé de manière significative. Je dirais donc qu'il n'y a pas eu grand-chose. Le taux de change, bien sûr, pas du tout. Le dollar américain est plus faible, pas plus fort. Un dollar plus fort aurait absorbé l'effet des droits de douane. Malheureusement, il y a plus à absorber en termes d'effet de change en plus de l'effet tarifaire. Et ce n'est pas négligeable. Il s'agit d'une baisse de 10% de la devise. On peut dire que c'est presque aussi important que l'effet tarifaire. C'est donc un montant supplémentaire à absorber. De même, nous ne l'avons pas vu chez le consommateur tant que ça. Il ne reste donc pour l'instant que deux interprétations. La première est celle que vous avez présentée, je pense qu'elle est tout à fait vraie, à savoir qu'il y a eu une tendance avant-coureuse, des stocks ont été constitués et des couvertures ont été mises en place. Jusqu'à présent, les entreprises ont réussi à éviter d'augmenter leurs prix sans en souffrir elles-mêmes. Je pense donc qu'il s'agit là d'une bonne partie du problème, mais la douleur viendra plus tard et je pense que c'est une grande partie de l'histoire. L'autre question à laquelle nous n'avons pas encore répondu est de savoir si nous voyons réellement les marges bénéficiaires diminuer. Est-ce que ce sont les entreprises américaines qui en absorbent le coût? La Maison-Blanche a même exercé des pressions explicites sur certains grands détaillants pour qu'ils n'augmentent pas leurs prix. Je ne doute pas qu'il y en ait. Je dirais que nous sommes surpris qu'il faille autant de temps pour que les prix augmentent. Nous ne sommes pas infaillibles. Je ne suis donc pas l'autorité finale ou la voix de Dieu sur ce sujet, loin s'en faut. Je dirais néanmoins que nous nous attendons à une augmentation des prix. Et d'un point de vue théorique, c'est ainsi que les choses ont fonctionné la dernière fois. C'est généralement ainsi que les choses se passent. Ce serait logique au niveau du détail. Je ne suis pas un analyste au niveau de l'entreprise, mais nous avons beaucoup de gens très intelligents chez nous. Et d'après ce que j'entends d'eux, les plus grands détaillants, les Walmart, Amazon, Costco, suggèrent qu'ils vont répercuter des prix plus élevés, notamment en juillet, août et septembre, c'est la période dont ils ont parlé, progressivement, mais de manière substantielle, cela pourrait arriver. Par ailleurs, nous examinons certaines de ces données alternatives sur l'inflation quotidienne et elles n'explosent pas non plus. Mais lorsque nous examinons les produits associés à la Chine, les meubles électroniques, les articles de loisirs, etc., les prix augmentent plus rapidement que ce à quoi nous sommes habitués. On verra bien, mais je tiens à remettre les choses dans leur contexte, à savoir que même si nous obtenons l'effet maximal que nous supposons, ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent, il s'agit d'un point de pourcentage de plus sur le niveau des prix. Sans minimiser l'importance de ce phénomène, nous parlons d'une inflation de 3,5% sur un an au lieu de 2,5%. Nous avons eu une inflation de 8 à 9%, souvenez-vous, il y a quelques années, et personne ne veut y revenir, mais ce n'est pas la même chose aujourd'hui. Oui, à la base, ce que j'espère que cela va faire et pourquoi nous creusons cette question, c'est très important parce que vous allez avoir des membres de l'administration Trump à la télé et ils vont parler de ce programme économique et de ce qu'ils recherchent. Et puis vous allez entendre des gens de la Fed et vous allez entendre d'autres qui vont dire, eh bien, si vous faites ceci, cela peut arriver et nous devons lutter contre le déficit. Et comment tout ça s'articule lorsque vous regardez les informations, quelle que soit la manière dont vous les consommez. Je veux donc vous donner quelques outils grâce à Eric pour que vous puissiez dire, OK, voici ce que je dois regarder, voici comment je peux interpréter cette déclaration, parce que nous sommes vraiment en ce deuxième semestre de l'année avec des marchés à des niveaux records, avec des taux d'intérêt bas, mais les taux d'intérêt à long terme n'ont pas baissé autant qu'on aurait pu s'y attendre une fois qu'on commence à réduire les taux et que l'économie ralentit un peu, comme elle l'a fait au premier semestre de l'année. Alors, comment faire la part des choses et prendre des décisions en matière de placement? Alors, nous voulions préparer le terrain, mais une chose qu'il faut savoir à propos des devises, c'est que les gens ne s'en préoccupent pas.
Je pense que les Canadiens observent le taux de conversion du dollar canadien par rapport au dollar américain, mais ils ne pensent pas souvent au dollar américain comme tel par rapport à l'euro et à d'autres devises. Mais si nous regardons le dollar américain par rapport à un panier de devises, depuis le début de l'année, il a baissé de près de 12%. Si l'on considère l'administration Trump précédente, elle se trouvait au milieu d'un des marchés haussiers à long terme les plus puissants, ou un marché à la hausse de la valeur du dollar américain. Encore une fois, comme vous l'avez dit, c'est l'une des façons d'absorber certains de ces droits de douane. Au lieu d'avoir un effet positif, cette fois-ci, l'effet sera négatif. Ce sont là quelques-unes des choses que nous devons continuer à surveiller et nous vous tiendrons au courant avec Eric qui viendra toutes les 2 semaines. Eric, une dernière question. Nous avons un programme en faveur de la croissance. Les taux d'intérêt ne vont probablement pas augmenter. À un moment donné, nous les voyons baisser. Nous espérons que le Canada passera à travers le pire de la peur des tarifs douaniers. Nous voyons déjà le marché canadien, en particulier en dollars canadiens, ce qui est la façon dont la plupart des Canadiens investissent au Canada, puis aux États-Unis. Ils doivent reconvertir leur dollar en dollars canadiens. Le dollar canadien s'est apprécié de près de 10% depuis son niveau le plus bas en février. Alors, les marchés semblent sentir que les choses pourraient s'améliorer un peu sur le front économique ici au Canada. Au fur et à mesure que l'on rassemble tous ces éléments, la plupart d'entre eux semblent, d'un point de vue relatif, être de bonnes nouvelles. Il y a du vrai là-dedans, hein. Le choc tarifaire n'est pas aussi grave qu'on le craignait. En fait, nous sommes un peu surpris par l'ampleur des dommages causés à l'économie canadienne par les tarifs douaniers. J'attends de voir la preuve qu'il devrait y avoir une accélération pour mettre fin à la réaction excessive qui l'a peut-être précédée. Il ne faut pas sous-estimer les dommages très réels subis par 3 secteurs de l'économie qui sont actuellement confrontés à des droits de douane et qui risquent d'en subir d'autres. Il est donc difficile de se prononcer, mais nous sommes au minimum dans le camp de ceux qui pensent qu'il n'y aura pas forcément de récession. Nous sommes légèrement optimistes par rapport au consensus du marché à cet égard, sans nous attendre à un grand succès au cours des 2 prochains trimestres. Nous assistons à des changements de politique gouvernementale, des réductions d'impôts ont été accordées au Canada et il y a un réel effort, semble-t-il, pour relancer les investissements dans les infrastructures et les ressources, les dépenses militaires et d'autres choses encore. Le gouvernement n'est certes pas le principal moteur de l'économie, mais il y contribue. Je pense donc qu'à l'horizon 2026 et au-delà, nous nous sentons mieux au sujet du Canada. Nous pensons que l'histoire est raisonnablement bonne. Excellente façon de conclure. Et pour que les auditeurs le sachent, nous avons prévu une série de balados au cours des 2 ou 3 prochaines semaines, dans lesquelles nous nous entretiendrons avec des gestionnaires de placement du monde entier pour savoir ce qui se passe sur leur marché et quelles sont leurs perspectives pour le 2e semestre de l'année et jusqu'en 2026. Nous commençons à y voir un peu plus clair sur ce qui va se passer avec le budget aux États-Unis. Nous commençons à voir le Canada qui réagit à cette situation d'un point de vue politique. Nous commençons à y voir un peu plus clair sur les droits de douane, mais même si j'imagine qu'il y aura un nuage autour de cette question pendant un certain temps. Mais du point de vue de l'investissement, vous voudrez être à l'écoute parce que nous aurons des gens sur les marchés du monde entier, opérant pratiquement partout, les marchés émergents, l'Europe, l'Asie, partout, et qui donneront leur avis sur ce qui s'est passé au premier semestre et sur ce qu'ils pensent va se passer au second semestre. Beaucoup de ces personnes comptent sur les conseils et la sagesse d'Éric Lasselle. Éric, toujours excellent. Nous avons couvert un peu trop de terrain. Nous essaierons d'en faire moins la prochaine fois. Moins, c'est peut-être plus. Mais merci d'être venu aujourd'hui. Je sais que vous êtes très occupé. C'est toujours très agréable. Tout à fait, je suis ravi. Bon été à tous. Cet enregistrement a été fourni par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. à des fins d'information seulement et ne constitue pas un conseil de placement ou un conseil financier. Vous devriez consulter vos propres conseillers juridiques, comptables, fiscaux, en placement ou en planification financière avant d'effectuer toute opération.